Je suis data scientist à l'UMG du groupe Vive. Le groupe Vive, c'est le premier acteur mutualiste de santé. La technologie va plus vite que la fabrique des lois. Notre mission repose principalement sur deux axes: accompagner les adhérents à chaque étape de leur moment de vie et répondre aux enjeux de demain avec l'usage stratégique de la data. L'open data, ça recense tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Oussama Fati, senior data scientist chez Groupe Vive. Comment vas-tu, Oussama? Ça va très bien, merci Boris pour cet accueil, merci pour l'invitation. Chez vous, la donnée, comment vous êtes structuré en termes d'équipe? Quel est l'impact du coup sur le business chez Vive? Alors aujourd'hui, moi je suis data scientist à l'UMG du groupe Vive, qui est l'union mutualiste de groupe. C'est un peu l'entité centrale où on va essayer un peu d'unifier les feuilles de route des mutuelles, donner des grandes guidelines, bien sûr, qui restent déclinables et interprétables au sein de chaque maison. C'est comme ça d'ailleurs qu'on appelle les différentes entités juridiques du groupe, des maisons. Chaque maison a son équipe data, son CDO, sa feuille de route. Et au sein de l'UMG, il y a certaines instances, il y a une équipe data déjà à part entière aussi, et il y a des instances et des communautés, des instances comme le comité data où on va justement discuter de ces feuilles de route, discuter un peu de comment on peut améliorer les choses, fluidifier aussi les process, on va parler également infra. Et il y a la communauté data science et IA, enfin data IA aujourd'hui, qui réunira plus du coup la couche opérationnelle des équipes data. C'est une communauté que je pilote qui existe depuis bientôt un an, où on va faire des retours d'expérience un peu plus techniques sur nos projets, où on va également avoir une revue data pour parler un peu des algos état de l'art, de comment on peut s'entraider, de comment on peut mutualiser, de l'intérêt de faire tout ça ensemble. En tout cas, c'est très important de garder une communication entre les maisons et avec l'UMG pour vraiment avoir une ligne de mire un peu commune et avoir une force de frappe beaucoup plus importante au niveau du marché. Pour les projets data, je pense que c'est là où je suis le mieux positionné pour décrire. Alors, il y a deux types de fonctionnement. Il y a le premier fonctionnement où le besoin va émaner de l'UMG et pour le coup nécessitera des données de plusieurs maisons, donc leur accord déjà de faire l'étude, leur embarquement et ensuite la réalisation de l'étude. C'est ce qu'on appelle les études transverses chez nous. Et donc, ce sont des études qui vont impliquer plusieurs maisons. Et il y a le deuxième type de fonctionnement, c'est là quand le besoin part de la maison elle-même. Typiquement, quand il y a un besoin de ressources ou d'une certaine expertise, où la maison sollicitera l'UMG pour co-réaliser l'étude à deux ou à plusieurs parfois. Et du coup, donc toi, tu fais partie plutôt de l'équipe Data Science. Vous êtes combien, histoire qu'on... Alors, au sein de ma direction, on est 4 data scientists, mais il y a également 2 programmes qui vont en parallèle avec la practice data science. Le premier programme qui va toucher à tout ce qui sera e-santé, et un deuxième programme plutôt consacré à l'éthique numérique et à la confiance numérique. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Un peu avant le podcast, tu m'as parlé pas mal de projets autour de l'open data. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Donc déjà, peut-être définir ce que c'est que l'open data pour ceux qui ne connaissent pas, et peut-être me citer quelques projets sur lesquels vous intervenez. À l'UMG, comme on n'a pas d'adhérents directement rattachés à l'UMG, et ces derniers sont directement rattachés à leur mutuelle, nous, techniquement, on ne génère pas de données, il n'y a pas de flux de données existant, et donc on a un positionnement très complémentaire à celui de nos maisons et qui se base essentiellement sur l'usage des open data, entre autres. L'open data, ça recense tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Typiquement, annuellement, la CNAM, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, va publier toutes les données des dépenses sur les prestations santé.
Ça, c'est ce qu'on considère comme une donnée ouverte, une open data, que nous, derrière, on va utiliser, bien sûr, en fonction d'un certain besoin, un certain usage, pour répondre à une question. Pour exemplifier cela, euh, récemment, il y a eu plusieurs réformes, par exemple, sur les soins dentaires. Nos mutuelles se posaient la question sur est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de transfert de charge entre le régime obligatoire et le régime complémentaire. Pour faire plus simple, est-ce que aujourd'hui nos mutuelles euh, versent plus de prestations sur certains soins, là où avant la Caisse nationale d'assurance maladie le faisait? Je ne spoilerai pas la réponse, mais c'est un exemple de cas d'usage où on a recours, en plus des données de nos mutuelles, à des open data. Un autre exemple qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus palpable, c'est de, par exemple, étudier le positionnement des centres de soins VIS3. On a besoin de données géographiques pour justement mener cette étude géomarketing. L'INSEE aujourd'hui publie là encore annuellement ce type de données. Bien sûr, alors qui dit open data ne dit pas forcément open bar, parce qu'il y a des licences, il y a des questions d'éthique, on va en parler plus tard, qui sont liées à ces données-là, mais ça reste des données qui sont quand même disponibles sur Internet, accessibles, en général via téléchargement et ensuite stockage sur une base locale. Parfois, c'est un tantinet plus compliqué que ça, mais en général, c'est le fonctionnement que nous, on en a. Et qui va apporter du coup une information complémentaire aux données de prestation qui pourraient circuler dans les flux de nos mutuelles. Du coup, juste qu'on comprenne bien, la CNAM, ce qu'elle envoie, c'est une sorte un peu de benchmark en fait sur les données. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce contenu et en quoi vous vous basez dessus pour faire vos études? Alors en fait, la CNAM, là typiquement on peut faire l'exercice ensemble. Si on va sur le site de la CNAM, ça s'appelle Open Damir, enfin là ce qu'on décrit s'appelle Open Damir et c'est l'ensemble des dépenses en santé de la CNAM, de l'assurance maladie. Ce sont des données anonymisées. Ce sont des données où on ne va pas pouvoir, par exemple, retracer le parcours de soins d'une personne qui respecte certaines guidelines de la CNIL, comme quand il y a du coup une cohorte inférieure à 11 personnes, on ne la met pas ou on met juste indéfini. Donc ce sont des données qui ne ressemblent pas à ce qu'on pourrait trouver dans nos systèmes d'information. Pour le contenu, ces données sont classées par nature de prestation. Donc, on ne va pas forcément trouver des données agrégées au grand poste, comme par exemple des dépenses sur les soins dentaires ou des dépenses sur les soins optiques, mais on va plus trouver, le nombre de personnes ayant fait un détartrage en Île-de-France en 2016 est tel, et voici ce que la CNAM a remboursé. Donc, c'est vraiment des données qui sont en très très grosse maille. Bien sûr, c'est très bien parce que du coup, d'un point de vue RGPD, c'est très compliant et donc nous, on peut réutiliser ça avec beaucoup d'aisance. Mais ça reste quand même des données assez limitées en termes de potentiel et qui représentent un deuxième challenge qui est la documentation. En fait, aujourd'hui, les différentes, les instituts de l'État en gros, ont l'obligation de publier leurs données de façon ouverte et accessible à tout le monde, mais il n'y a aucune obligation quant à la documentation. D'ailleurs, il y a une petite anecdote dans mon équipe, quand on travaille sur des problématiques où il y a la notion de géographie, parfois les codes communes ou les codes départements ne sont pas les mêmes. On ne va pas forcément décrire l'Île-de-France par le même code sur toutes les bases de données, justement, parce qu'il n'y a aucune obligation sur la documentation. Donc les open data aujourd'hui représentent un énorme potentiel. Ça reste quand même une espèce de mine d'or un peu à retravailler, mais ça représente également un challenge parce que qui dit manque de documentation dit vigilance.
quant à l'usage, et souvent essayer de garder un contact avec le responsable de ces données. On a la chance, à chaque fois qu'il y a des données ouvertes quelque part, il y a souvent un contact à appeler quand on a des questions ou quand on a besoin d'une autorisation sur l'usage de ces données-là. Donc il faut toujours se rapprocher. En tout cas, c'est ce que nous, on essaie de faire, se rapprocher de cette personne-là pour, dans le doute, poser des questions et être sûr qu'on utilise correctement ces données-là. J'imagine du coup que vous avez un DPO, vous, en interne, Bien sûr, bien qui sûr. s'occupe de ces questions. Comment ça se passe du coup l'interaction entre vous, votre travail, enfin toi ton travail au quotidien et du coup la partie DPO, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. En fait, on a toute une équipe de DPO aujourd'hui qui sont un peu les frenemies des data scientists. Frenemies pour friend et enemy. Parce que, enfin, enemy c'est un grand mot, mais bon, c'est l'expression, je ne l'ai pas inventée. En fait, eux, leur travail, c'est du coup de s'assurer justement que, au-delà de l'éthique, on respecte la loi, qu'on respecte la réglementation, et le travail, enfin comment nous on travaille, ou en tout cas on articule le travail entre notre direction, notre équipe et celle des DPO, c'est tout d'abord avec un contact qui est continu et permanent, c'est-à-dire qu'il y a un process lorsqu'on veut lancer une étude à respecter, des jalons de validation également à ne pas négliger. Derrière, enfin, du coup, tout ça vient, pardon, dans un contrat, ce qu'on appelle nous le contrat cadre, c'est-à-dire quand on va travailler avec une mutuelle, bah, comme il va s'agir certainement de données de prestations qui peuvent devenir des données de santé, bah, il y a des éléments du contrat cadre à respecter. Et quand c'est des usages qui ne sont pas, qui ne figurent pas ou qui ne sont pas mentionnés dans le contrat cadre, là encore, c'est saisine, validation avec également les DPO des maisons, parce que comme il y a une équipe data dans chacune des maisons du groupe, en plus de l'UMG, pareil pour les équipes DPO, il y en a partout. Là encore, validation UMG, validation maison, et ensuite se lancer dans l'étude si tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de point de vigilance particulier. On s'inquiète souvent un peu des données, notamment en France, des données qui sont collectées sur nous. Quand on parle de la santé, on parle du privé, il n'y a pas plus privé que la santé. Et pourtant, on voit pas mal émerger tout ce qui est bracelet connecté pour calculer le BPM, son sommeil, etc. Vous, en tant que, du coup, plutôt sur la partie mutuelle, concrètement, quelles données vous analysez? Qu'est-ce que vous avez comme données sur les patients? Ah bah, je suis ravi que tu poses cette question, Boris, parce que on a souvent tendance, en effet, à diaboliser les acteurs de la santé et à dire, OK, quelles données sont collectées et tout. En fait, bien sûr, quand il y a une prestation, à partir du moment où chez le médecin on présente sa carte vitale et sa carte mutuelle, il y a bien sûr le nom, le prénom et les données enfin, la date de naissance, l'adresse. C'est des choses voilà, qui sont d'emblée sur la carte vitale et sur la carte mutuelle, donc qui remontent. Mais à côté de ça, il y a vraiment très peu de données, et je ne dis pas ça pour dédiaboliser les acteurs de la santé, mais c'est mon quotidien. C'est souvent des chiffres sur le montant de la dépense engagée par le patient, l'adhérent, le montant versé par la mutuelle, ce qui derrière nous aide à calculer un taux de remboursement, et le reste à charge. Donc il n'y a même pas, au niveau des données mutuelles, il n'y a même pas le montant remboursé par la sécurité sociale. Ce qu'on appelle nous le montant HERO, le montant de remboursement du régime obligatoire. Il n'y a que le RC, le régime complémentaire. À côté de ça, il y a typiquement ce qu'on appelle nous le nombre d'actes ou la quantité d'actes. Par exemple, quand on va faire un détartrage, si on fait les deux arcades, bah, c'est 2 actes. Si on n'en fait qu'une,
c'est une seule. Parfois, si des soins dentaires un peu poussés, une dent, c'est un acte. Et donc, si on change 3 dents, c'est 3 actes. Mais c'est vraiment des données comme ça qu'on collecte et qui, derrière, retravaillées, permettent de faire certaines études. Mais il n'y a pas plus. Ok, très clair. Je pense que ça rassurera pas mal d'auditeurs. Ah ben j'espère bien, j'espère bien. C'est vrai, des fois on fait un peu des parallèles et on a l'impression qu'on est scruté de partout. Donc, Oui, oui, tout à fait. En fait, moi aussi, quand je suis arrivé chez Vive il y a quelques années, j'avais la même idée. Je pensais que c'est déjà... Alors, ma connaissance en réglementation et en éthique était maigre, mais vraiment très maigre. Donc, je pensais que c'était vraiment open buffet. Et dans cet open buffet, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de variétés de données, mais en fait, non. C'est vraiment des données de prestation que l'on a. D'ailleurs, là, je pense à une étude qu'on a faite récemment avec une de nos mutuelles sur c'est une étude sur la connaissance de portefeuille où on voulait connaître des parts d'adhérents atteints de maladies chroniques. Bien sûr, on ne cherchait pas à savoir qui y avait quoi, mais on cherchait à savoir, par exemple, si on était sur les mêmes niveaux de prévalence que au niveau national, c'est-à-dire les chiffres publiés par la CNAM. Voilà, je pense par exemple au cancer, c'est environ 23-25 personnes, soit une personne sur 4. On voulait savoir sur notre portefeuille si on avait les mêmes ratios. Et un élément marqueur de la maladie, c'est le médicament. Et donc, on s'attend à ce qu'en ouvrant la base de prestations pharma, on trouve Doliprane, 2 euros, pas du tout. Il y a juste 2 euros. tout à l'heure, tu as parlé de données de prestations qui deviennent des données de santé, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui. En fait, une donnée de santé, c'est, comme son nom l'indique, c'est une donnée qui va nous donner des insights sur l'état de santé d'un individu à un instant T. La complexité, elle réside dans cette définition même, parce que l'état de santé d'une personne, il change d'un instant à l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit c'est une donnée de prestation qui peut devenir une donnée de santé. En fait, un exemple très banal, le poids d'une personne. Si j'ai juste identifiant de la personne son poids, si on va, supposons que le poids c'est 105 kilos par exemple. Si cette personne a 12 ans, c'est un problème, entre guillemets. Donc, c'est une donnée de santé. Si cette personne a plus de 30 ans et qu'elle a une certaine masse musculaire, par exemple, les 105 kilos, c'est pas forcément c'est pas un état grave, on va dire, ou un état pathologique. Et donc, il ne s'agit pas forcément d'une donnée de santé. La perversion au niveau des données de santé, elle réside justement sur, en fonction du cas d'usage, en fonction du prisme que va, parfois même en fonction de l'utilisateur, que du coup, le prisme qu'il va adopter, une donnée peut être perçue comme une donnée de santé. Bien sûr, il y a plein d'enjeux réglementaires et éthiques sur la notion de données de santé. Et vraiment, j'essaie de faire très très simple pour ne pas justement accabler nos auditeurs et nos auditrices avec la définition une vraie définition de données de santé. Mais ce que je voulais expliquer justement, c'était ce morphing quelque part d'une même donnée, aujourd'hui donnée de santé et demain peut-être pas. Et du coup, chez nous, chez Vive, en plus de tout ce qui est infrastructure HDS, hébergeur de données de santé, tout ce qui est garde-fous, DPO, qui vont s'assurer que la réglementation est bien mise en place et bien respectée, il y a quelques réflexes éthiques à avoir pour traiter ces données d'un tel niveau de sensibilité.
Justement, donc on parle beaucoup d'éthique. C'est souvent perçu un peu comme une limitation dans les projets. Quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que du coup tu as des projets peut-être sur lesquels toi tu travailles, où l'éthique est au centre? Donc tu l'as dit, forcément quand on traite des données de santé, l'éthique est au centre. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, donner ton opinion en fait sur le sujet? Alors, en effet, l'éthique, enfin, pourrait être perçue comme une limitation, comme la réglementation d'ailleurs. Fut un temps où on pouvait faire vraiment tout et n'importe quoi des données. Et encore, je dis fut un temps, ça ne fait que 8 ans que je travaille. Mais je la sens en tout cas cette évolution au niveau des mindsets, au niveau des cas d'usage et au niveau de comment on fait, enfin le comment de chaque cas d'usage. Mais au final, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une limitation. Certes, ça va interdire certaines choses. Et surtout que l'éthique, c'est pas la réglementation, là encore. D'ailleurs, j'ai une collègue, une formidable collègue d'ailleurs, et c'est elle qui m'a un peu initié à cette notion. Elle dit souvent que la technologie va plus vite que la fabrique des lois. Donc, et on parlait justement d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça existe depuis déjà les années 50. Il y a eu plein de théorisations autour de ça, mais malheureusement pas assez de données. Ça repop fin année 2000, début année 2010. Aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle. On parle de IA générative, IA agentique. Euh, L'IA Act, il n'existe et il n'est entré en vigueur qu'en 2024. Donc il y a toujours cette avance de phase de la technologie par rapport à la réglementation. L'éthique, c'est forcément cette capacité de chaque data scientist, de chaque data user en général, quel que soit ce stade d'appartenance, opérationnel, fonctionnel ou plus haut dans des strates plus stratégiques du coup, c'est la capacité de la personne à remettre en question son travail, à se dire est-ce que du coup je pourrais communiquer fièrement de ce travail, c'est-à-dire il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de recoin sombre à ce travail-là, à se dire est-ce que j'ai respecté par exemple les droits d'auteur. On parlait tout à l'heure d'open data. Il y a certainement des équipes qui ont passé du temps, qui ont mis de l'effort et de l'énergie à mettre cette data à disposition. Donc, est-ce qu'on les cite? Est-ce qu'on respecte les licences? Parce que, oui, j'ai manqué de mentionner que une open data, elle est toujours liée à une licence et donc il y a l'obligation de citer l'auteur. Donc, l'éthique, pour moi, ça pourrait sembler euh, être une limitation dans le sens où, en se posant toutes ces questions, en ayant tous ces réflexes, bah, on ne fera peut-être pas tout ce qu'on avait envie de faire à l'instant t égale à zéro, mais ça permet de faire rayonner, de communiquer sur ces travaux du coup avec plus de puissance. Ça donne également plus de poids aux travaux, aux réalisations, parce que on n'est pas sur quelque chose qui pourrait être mal vu, voire devenir amendable si la réglementation évolue, mais on est sur un travail clean. Et aujourd'hui, nous, enfin, je parlais au tout début, quand je parlais du groupe Vive, de accompagner nos adhérents à tous leurs moments de vie. Bah, ces adhérents, on a besoin qu'ils nous fassent confiance, parce que enfin, comme partout, hein, le secteur mutualiste, c'est également un marché où il y a une rude concurrence. Et aujourd'hui, l'éthique, la confiance, c'est des choses qui peuvent vraiment être des éléments de démarcation, de sortie du peloton, vers le haut, bien sûr. Donc, oui, l'éthique pourrait limiter certaines pratiques. Mais ce qu'on peut faire, c'est-à-dire les pratiques qui restent autorisées, qui restent
éthique, entre guillemets, elle rayonne plus fort et donne plus de poids, plus d'envergure aux travaux réalisés. Ouais, donc c'est vrai qu'éthique apporte la confiance, mais aussi ce que tu soulignes, et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté rayonnement. En fait, de par l'éthique, du coup, le fait de pouvoir devoir citer aussi les contributeurs à un certain Tout projet, à fait, tout ça à permet fait. de faire rayonner, de créer une communauté Mhm. autour de projets. Absolument. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Peut-être juste avant de conclure, j'aurais bien avoir ton avis un peu sur les prochaines évolutions que tu vois dans le domaine de la data, appliquées dans le domaine de la santé et des mutuelles. Est-ce qu'il y a des sujets clés que tu vois émerger là dans les prochains mois, années? Pour moi, alors, je le formulerai de façon un peu conte de fées, mais l'avenir repose pour moi sur trois axes principaux. Et je pèse mes mots. Le premier, c'est toujours garder en tête, ou garder en tout cas cette envie de innover, de sortir des sentiers battus, de tester des nouvelles choses. Justement, ne pas voir la réglementation et l'éthique comme des limitations, mais comme des opportunités pour challenger ces pratiques. Le deuxième, qui est beaucoup plus opérationnel, c'est le renforcement de l'interopérabilité. Euh, une main, enfin moi je suis marocain et au Maroc il y a un dicton qui dit une seule main n'applaudit pas. En France on dit l'union fait la force. Il faut toujours garder cette envie de partager les données entre acteurs, bien sûr, de manière sécurisée, avec les pipelines qu'il faut, avec les garde-fous qu'il faut, mais toujours garder cette envie de faire ensemble. euh, Dans le sens où il y a des risques qu'on anticipera mieux à plusieurs et il y a des offres qu'on personnalisera mieux à plusieurs. Et le troisième axe, c'est la transparence qui doit toujours être renforcée. Quand un adhérent choisit à travers un contrat ou individuel ou collectif, quand il rejoint une mutuelle, quand il adhère à une mutuelle, euh, il donne à cette mutuelle la responsabilité de sa santé. Et donc la moindre des choses qu'on peut faire envers ses adhérents, c'est une transparence totale et renforcée à travers leur consentement sur l'usage de leurs données. Et ce qu'on fait aussi de leurs données, pour moi, ça me semble le 101, les bases de la transparence. Et je pense que euh, sur ces trois axes, bien sûr, la technologie, elle avance. Moi, je suis incapable de prédire quelle sera la top tendance dans 5 ans d'un point de vue intelligence artificielle, parce que ça va tellement vite. Mais pour surfer sur ces vagues avec panache, il faut l'envie d'innover, l'interopérabilité et la transparence renforcée. Très clair, Oussama. Super nickel. Écoute, je te remercie pour l'épisode. Avec plaisir, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, Boris. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Je te souhaite une bonne continuation et à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup, à très très vite.